Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, fascinant et de plus en plus présent. L'intelligence artificielle. Mais attention, pas l'IA des films de science-fiction, non. Celle qui s'intègre tout doucement dans notre vie de tous les jours. On a devant nous pas mal de documents, des articles, des études, qui touchent à tout. Nos relations, notre argent, notre santé, nos loisirs, le boulot et même notre sommeil. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre un peu comment ces systèmes d'IA évoluent. On passe de l'outil qu'on utilise de temps en temps à un assistant permanent, un chef d'orchestre. Qu'est-ce que ça implique vraiment pour nous, pour nos choix au quotidien? Les sources sont denses, alors on va essayer d'en tirer le jus. C'est ça. L'idée qui ressort vraiment de tout ça, c'est que l'IA, c'est de moins en moins une appli qu'on ouvre et de plus en plus une sorte de couche de fond, presque invisible. On passe vraiment d'outils séparés à des écosystèmes connectés entre eux. Et leur force, c'est qu'ils s'adaptent, ils se personnalisent pour chacun. D'accord. Alors, entrons dans le concret. Un bon point de départ, ce serait peut-être les moments charnières de la journée, le matin et le soir. Comment l'IA change ses routines? Ah oui, c'est un excellent exemple de cette intégration. Prenons le réveil. Les documents parlent de technologies comme PFT Sleep du monde Sinaï. Là, on n'est plus du tout dans la simple sonnerie. C'est un système qui utilise des capteurs, peut-être un peu comme un mini électroencéphalogramme, on imagine, couplé à des algos pour vraiment détecter les phases de sommeil. Léger, profond, paradoxal, c'est beaucoup plus fin que les montres connectées habituelles. Ah oui, d'accord. Une analyse bien plus poussée donc. Mais dans quel but? Savoir si on a bien dormi, c'est ça? Ça va plus loin. En connaissant très précisément ton cycle, ton rythme circadien personnel, l'IA peut choisir le meilleur moment pour te réveiller. Idéalement pendant une phase de sommeil léger, pour que tu te sentes vraiment plus frais, moins vaseux. Et ça peut même piloter d'autres choses. Exactement. Ça s'intègre à la domotique. L'IA peut progressivement allumer la lumière, ajuster le chauffage, lancer la cafetière, le réveil en douceur personnalisé. Et cette même logique d'optimisation, on la retrouve le soir, C'est-à-dire? pour préparer la nuit. Oui. Et pour organiser la soirée. On voit apparaître des planificateurs de repas IA. Les sources citent AI Meal Planner, Oli, Whisk. Ces outils ne font pas que suggérer des recettes au hasard. Ils prennent en compte tes goûts, tes allergies, ce qui te reste dans le frigo peut-être via un inventaire connecté, et hop, ils te génèrent une liste de courses optimisées. Pratique. Et ça peut aller plus loin, se connecter à d'autres applis. Tout à fait. Ça peut se coordonner avec un coach sportif IA. Pense à Lumine Fitness, Tonal, Tempo Studio. Ce ne sont plus juste des vidéos préenregistrées. Ces systèmes utilisent souvent des capteurs 3D pour analyser ta posture en temps réel, corriger tes mouvements, ajuster la résistance ou les poids. C'est cette boucle de retour personnalisée qui fait la différence. Je vois. On a une IA qui essaie de gérer notre énergie, notre alimentation, notre activité physique. Le fil rouge, c'est vraiment cette intégration, comme le disent les documents. L'IA ne gère plus juste une tâche, elle tente de coordonner tout ça selon nos habitudes, notre niveau de stress. Détecter comment d'ailleurs? Par d'autres capteurs peut-être? Oui, on peut imaginer ça via une montre connectée ou d'autres dispositifs. Le but affiché, c'est de fluidifier le quotidien, de réduire les points de friction, d'optimiser le bien-être. Optimiser, optimiser. Est-ce que les sources disent si on ne risque pas de se sentir un peu sous pression, toujours devoir être au top? C'est une tension qu'on sent poindre, oui. La question de l'autonomie, de la place pour l'imprévu, elle est là, en filigrane. Et cette logique d'optimisation, elle ne s'arrête pas à la porte de la maison. Elle entre au bureau. Justement, parlons du travail. Le document sur l'IA au bureau suggère qu'on dépasse largement la simple planification de réunion ou la correction d'orthographe. On parle d'orchestration des flux de travail. C'est-à-dire, Ça veut dire que l'IA ne se contente plus d'obéir. Elle commence à comprendre le contexte. Par exemple, elle peut analyser le contenu des mails, des documents partagés, des discussions sur Slack ou Teams, pour repérer les tâches importantes, te suggérer des réponses, ou même anticiper les infos dont tu auras besoin pour ta prochaine réunion. d'accord. Et ça va jusqu'à proposer des équipes projets? Oui, elle peut aider à former des équipes projets de façon dynamique, Comment ça? en analysant les compétences de chacun, les projets passés, peut-être même les styles de communication, toujours à partir des données disponibles dans les outils de l'entreprise, bien sûr. L'IA peut suggérer quelle combinaison de personnes serait la plus efficace pour un projet donné.
C'est une aide à la décision pour le management. Et pour la collaboration au jour le jour, imagine des outils IA qui résument automatiquement une longue conversation ou qui traduisent en temps réel pour des équipes internationales. Et il y a même cette idée de mobilier de bureau intelligent. Gadget ou vrai plus? L'idée derrière, c'est la collecte passive de données pour améliorer le bien-être et la productivité. Ta chaise pourrait détecter si tu es mal assis trop longtemps et te suggérer de bouger. Ton bureau pourrait ajuster sa hauteur ou l'éclairage selon l'heure ou ta fatigue supposée. C'est toujours cette idée d'optimisation ambiante en arrière-plan. L'IA devient une sorte de manager invisible du travail et de l'environnement physique, quoi. C'est assez fou. Passons à des sphères encore plus intimes. Les relations, les loisirs. Le document sur les applications de rencontres, ça a l'air d'avoir énormément changé avec l'IA. On est loin du simple matching par âge et localisation, j'imagine. Ah oui, très loin. Les algos sont devenus hyper sophistiqués. Ils utilisent le traitement du langage naturel pour analyser les descriptions, les messages échangés, bon, souvent de manière anonymisée et agrégée pour entraîner les modèles, hein, mais ça permet d'évaluer une compatibilité dans la façon de communiquer. L'analyse d'images, ce n'est plus juste pour vérifier les photos, ça peut donner des indices sur le style de vie, la personnalité, et puis il y a l'analyse comportementale. C'est-à-dire qui on like, qui on ignore. Exactement. Qui tu swipes, combien de temps tu passes sur un profil, tout ça c'est de la donnée qui affine les suggestions et qui peut même essayer de prédire des choses comme le risque de ghosting. Ce qui est à la fois fascinant et un peu vertigineux, c'est la profondeur visée. La source dit que l'IA essaie de cerner la compatibilité psychologique, les valeurs, les styles d'attachement. C'est un concept de psycho, ça, hein. L'IA prétend faire ça. Elle essaye, oui, soit via des questionnaires intégrés, soit en déduisant ses traits à partir des comportements et des textes. Les styles d'attachement sécures, anxieux, évitants, c'est utilisé pour essayer de prédire comment quelqu'un pourrait se comporter dans une relation. D'ailleurs, les plateformes se spécialisent de plus en plus, par âge, par orientation sexuelle, par centre d'intérêt, par compatibilité professionnelle même parfois. Et le document souligne que les besoins sont très différents. Un jeune adulte n'a pas les mêmes attentes qu'une personne avec une famille recomposée ou qu'un senior qui cherche surtout de la compagnie. L'IA doit jongler avec tout ça. C'est l'ambition, oui. Modéliser non seulement le premier match, mais aussi le potentiel sur la durée, en fonction de contextes de vie très variés. C'est une tentative de rationaliser un domaine très intime. On voit bien le changement. L'IA ne fait plus seulement présenter des profils, elle essaye de modeler la dynamique relationnelle. Et cette IA qui façonne nos expériences intimes, on la retrouve aussi dans les loisirs, non? Les sources parlent beaucoup d'IA créative. Tout à fait. L'IA n'est plus seulement un outil pour consommer ou organiser nos loisirs, elle devient elle-même créatrice. On a des exemples comme Suno AI, Lyria 2 de Google. Ces IA peuvent générer de la musique originale dans plein de styles, parfois avec une qualité assez bluffante, juste à partir d'une description textuelle. Une chanson pop entraînante sur un chat qui fait du surf. Et hop. Incroyable. Et pour les photos, les livres? Pour les photos, au-delà des filtres, il y a des outils comme Theoprint qui utilisent l'IA pour analyser des milliers de tes photos et te proposer une mise en page super cohérente pour un album avec un minimum d'effort. Pour la lecture, les recommandations deviennent ultra personnalisées. L'IA analyse tes lectures passées, mais aussi peut-être le style d'écriture que tu préfères, les thèmes qui te touchent. Et les jeux vidéo, il y a? Ah, là, l'IA change tout. Le livre cité dans les sources Artificial Intelligence and Games explique comment on crée des expériences vraiment adaptatives. Des mondes qui réagissent à tes actions, des personnages non joueurs avec des comportements complexes, une difficulté qui s'ajuste. L'IA devient un partenaire de jeu, presque un co-créateur de l'histoire. Les sources insistent aussi sur l'idée de démocratisation. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Ça veut dire que des outils créatifs pour la musique, la photo, le design qui demandaient avant des compétences techniques et des logiciels chers deviennent accessibles à tous grâce à des interfaces IA très simples. D'accord. Et on retrouve l'idée d'orchestration IA. Oui, l'IA qui orchestre le temps libre. Elle ne va pas juste suggérer un film, elle pourrait, potentiellement organiser toute une soirée, choisir un resto selon tes goûts et ton budget, voir si tes amis sont dispo en consultant leurs agendas partagés, réserver les billets pour un concert suggéré selon ton humeur du moment. Céosine, c'est efficace, c'est sûr. Mais quitte de la découverte par hasard, si tout est optimisé selon ce qu'on aime déjà, on risque pas de s'enfermer un peu? C'est exactement la question qui se pose. L'optimisation à outrance peut mener à des bulles de filtre, oui.
Cultiver l'imprévu, ça devient presque un acte de résistance. Et cette tension entre optimisation et, disons, confiance ou risque, elle est encore plus forte dans des domaines comme la finance ou la santé. Justement, la finance. Les robots conseillers, ça commence à être connu. Mais l'IA fait plus que ça. Oui, les robots conseillers qui gèrent des portefeuilles d'actions, c'est le plus visible. Mais l'IA change aussi l'accès au trading. Des plateformes permettent aux particuliers d'utiliser des stratégies algorithmiques qui étaient réservées aux pros. Et puis, il y a l'évaluation du crédit. L'IA peut analyser plein de données différentes. Historique de paiement des factures, parfois même le comportement en ligne, ce qui pose des questions éthiques, pour évaluer la solvabilité au-delà du score de crédit classique. Donc potentiellement plus juste pour certains, mais peut-être aussi plus invasif. C'est le double tranchant, oui. L'IA permet aussi une gestion de budget très personnalisée, avec des conseils en temps réel pour optimiser les dépenses, l'épargne. Elle peut même aider à l'optimisation fiscale. Ce que la source met en avant, c'est cette démocratisation d'outils financiers sophistiqués. Mais, et c'est essentiel, elle souligne l'importance de garder un contrôle humain. Un modèle hybride en somme. Exactement. Surtout pour les grandes décisions, retraite, achat immobilier. L'IA peut aider au quotidien, mais le conseil humain reste clé pour la stratégie long terme, pour comprendre le contexte personnel. C'est pour ça qu'il faut poser les bonnes questions à son conseiller. Comme le suggère la source. Comment l'IA est utilisée concrètement? Quels sont les frais réels? Quelle est la performance nette? Et comment le risque est géré par ces algos? Ces questions de confiance, elles sont évidemment cruciales aussi en santé. Là, l'IA semble faire des progrès spectaculaires, non? Surtout en diagnostic. Oui, l'imagerie médicale, c'est un domaine où l'IA est impressionnante. En radio, en pathologie, des IA entraînées sur des millions d'images peuvent repérer des anomalies, des tumeurs, des signes de maladies oculaires, parfois mieux qu'un expert humain, ou en tout cas attirer son attention. Elle aide aussi à la décision clinique. Par exemple, analyser les données d'un patient pour prédire un risque de septicémie bien avant les symptômes évidents. Ça permet d'agir plus vite. Et en dehors du diagnostic pur? Elle accélère énormément la recherche de médicaments. Elle peut cribler des milliards de molécules pour prédire leur efficacité potentielle. Ça peut faire gagner des années. Elle facilite aussi le suivi à distance des malades chroniques en analysant les données des capteurs pour détecter une dégradation. Et puis, il y a la médecine de précision. C'est-à-dire? L'idée d'adapter le traitement non pas juste à la maladie, mais au profil génétique et biologique unique de chaque patient. L'IA est indispensable pour analyser ces énormes quantités de données génomiques et choisir la thérapie la plus efficace et avec le moins d'effets secondaires pour cette personne. Ce qui ressort du document Healthcare, c'est vraiment une IA qui augmente les capacités du médecin, qui lui donne de meilleurs outils et qui donne aussi plus de pouvoir aux patients avec plus d'infos et d'options. D'où l'importance, là encore, de savoir poser les questions. Comment l'IA a-t-elle contribué à mon diagnostic? Est-ce qu'elle peut aider pour un second avis? C'est une nouvelle façon d'aborder sa santé. Et pour l'information, les médias, le document News dit que l'IA écrit déjà pas mal d'articles. Oui, une part non négligeable, surtout pour les contenus très factuels, répétitifs, les résultats financiers, sportifs, la météo. La source parle de jusqu'à 60% pour certains types de news. Et l'automatisation des tâches en arrière-plan, mise en page, correction, mots-clés, c'est une priorité pour quasiment tous les éditeurs. Mais l'IA ne fait pas que remplacer, elle peut aussi améliorer le journalisme. Ah oui, comment? En permettant d'analyser d'énormes bases de données pour des enquêtes fouillées, le fameux journalisme de données, elle peut aussi fournir très vite un contexte historique ou factuel pour enrichir un sujet. Et paradoxalement, elle sert aussi à lutter contre la désinformation. Des outils comme le NewsGuard AI News Misinformation Monitor sont entraînés à repérer les schémas typiques des fake news, style d'écriture, source douteuse, diffusion rapide. Donc l'IA est à la fois un outil potentiel pour créer des fake news massivement et un outil pour les combattre. La question de la confiance et de la vérification devient absolument centrale. Indispensable. Savoir si un contenu est généré par IA, pouvoir évaluer sa fiabilité, ça devient une compétence essentielle pour tout le monde. Tout ça nous mène logiquement vers l'avenir. Le dernier document, Looking Ahead, esquisse une vision d'une IA qui devient une sorte d'intelligence ambiante. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire une IA encore plus intégrée, presque fondue dans nos environnements. La maison, la ville, la voiture. Les interfaces seraient surtout vocales, on parlerait naturellement au système. La robotique, les robots d'assistance de service seraient plus présentes, mieux intégrés.
Au fond, l'IA agirait comme une sorte d'extension de nos capacités cognitives, pour traiter l'info, apprendre, décider, créer. Une sorte d'augmentation cognitive pour tous? Quels seraient les domaines les plus impactés selon cette vision? Le document pointe surtout l'éducation qui deviendrait hyper personnalisée et continue. La santé, avec un accent fort sur le préventif et le bien-être grâce au suivi constant. La création, avec une collaboration homme-machine généralisée. Et le travail, où on verrait des équipes hybrides humains-IA, chacun se concentrant sur ses points forts. Forcément, cette vision soulève aussi d'énormes défis, hein. Des sources en parlent, hein. Bien sûr, la complexité d'intégrer tous ces systèmes, l'impact sur l'emploi, besoin de nouvelles compétences, crainte de suppression de postes, l'urgence d'une régulation pour encadrer tout ça, biais, transparence, et puis comment garder notre autonomie, notre libre arbitre face à des systèmes qui nous influencent en permanence. La question de l'accès pour tous, pour éviter une nouvelle fracture numérique, et l'impact sur nos relations humaines. Ce sont des questions ouvertes, mais absolument fondamentales pour la suite. Bon, si on essaye de récapituler un peu tout ce qu'on a vu, le grand changement, c'est vraiment ce passage d'une IA outil à une IA intégrée. Une couche de fond qui orchestre de plus en plus notre quotidien. Que ce soit pour optimiser notre sommeil, notre travail, nos rencontres, nos loisirs, nos finances, les maîtres mots semblent être personnalisation et coordination. C'est une excellente synthèse, oui. Et peut-être pour laisser une question en suspens, une réflexion. Si RIA devient si douée pour tout optimiser, notre temps, notre énergie, nos choix, quelle place il reste pour le hasard, pour la découverte imprévue, la décision spontanée, même pour l'inefficacité qui est parfois si créative ou juste humaine. Dans ce monde qui s'optimise à toute vitesse, comment on fait, individuellement et collectivement, pour consciemment préserver ces espaces de respiration où l'algorithme n'a pas forcément le dernier mot? C'est une question essentielle, en effet, pour naviguer ce futur qui est déjà un peu notre présent. Merci beaucoup pour cet échange passionnant